Gotham est une ville abritant quelques-uns des pires criminels du monde entier. Imaginez juste l'angoisse pour les habitants de se retrouver face à n'importe quel psychopathe de la ville. Eh bien dites-vous que cette peur est décuplée quand ces mêmes criminels se font la guerre entre eux. Les citoyens lambda de la ville ne sont plus que du bétail, pris entre les feux de deux camps maléfiques qui s'opposent pour des raisons diverses et variées. À Gotham, on recense de nombreuses guerres entre vilains qui ont conduit la ville au chaos. Gotham n'est qu'un grand terrain de jeu et c'est seulement le plus fou qui reste debout. Dans la vidéo du jour, je vais vous parler de la guerre des rires et des énigmes, une guerre opposant le Joker au Sphinx. Pour remettre dans le contexte, c'est une guerre se déroulant un an après les débuts de Bruce Wayne sous le costume de Batman. Il est donc encore plutôt novice dans le milieu. L'histoire en question est racontée par Bruce à Selina Kyle. Il avoue que personne n'est au courant du dénouement de l'histoire, ni des choses qu'il a commis durant cette guerre. Il est prêt à tout raconter à Selina car il ne veut rien lui cacher avant que leur union devienne officielle. Mais que s'est-il passé durant la guerre des rires et des énigmes? Comment a-t-elle débuté? Et qu'est-ce que Batman a dû faire pour y mettre un terme? Avant de commencer la vidéo, et si tu ne connais pas l'histoire, dis-moi en commentaire si tu es de la team Joker ou de la team Sphinx. Lequel des deux va gagner cette guerre? Ou alors, est-ce peut-être Batman, le grand vainqueur? Tant que t'y es, n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir ainsi qu'à aimer et partager ma vidéo si elle te plaît. Tu retrouveras également en description le lien vers mes différents réseaux sociaux pour me rejoindre et être au courant des prochaines sorties de vidéos. La guerre des rires et des énigmes, ça commence maintenant. Levé de rideau, un homme s'approche timidement de la scène et est contraint de raconter une blague. Avant même d'attendre la chute de la blague, il se fait exécuter. Et une autre personne prend le relais, tentant de faire rire un criminel qui n'arrive plus à rire et qui cherche un moyen lui permettant de rire à nouveau. Un monde de cadavres s'amasse sur le devant de la scène et le criminel ne rit toujours pas. Un signalement a été émis disant que plusieurs personnes avaient disparu dans le théâtre nommé Joke Factory. Le commissaire Gordon est sur place et ces hommes ayant franchi l'entrée du théâtre ne pourront plus jamais mettre un pied dehors après que l'intérieur du théâtre explose. Une distraction parfaite pour le Joker qui assiste à cela d'un autre point de vue et élimine deux personnes en plus au passage, ne lui donnant toujours pas envie de rire. À l'asile d'Arkham, un inspecteur se permet un petit entretien avec le dénommé Sphinx, un criminel se vantant d'être le plus intelligent du monde. Depuis sa détention, le Sphinx est habitué à faire affaire avec des inspecteurs, lui demandant son aide pour résoudre des meurtres, en faisant des marchés avec lui. Cependant, le Sphinx n'a pas envie d'aider l'inspecteur à dénicher ou peut-être le Joker. L'inspecteur se retire en disant que seul Batman pourrait l'aider. Ce à quoi le Sphinx dit vouloir coopérer, avant de se jeter sur lui et de lui asséner 26 coups de couteau sur le corps. Quiconque tente de s'évader de l'asile d'Arkham est réprimandé par les gardes, mais le Sphinx est rusé. Il avait échangé au préalable avec un autre garde des astuces pour des paris sportifs. Et en échange, le garde devait lui parler de la famille et des habitudes des autres gardes. En soi, rien de mal selon lui. Mais le Sphinx s'est servi de ces informations pour menacer tous les gardes présents pour l'arrêter. Face à la menace du criminel, les gardes ne pouvaient que le laisser s'enfuir de l'asile. Le Joker raconte une blague à un homme qui le conduit vers une destination inconnue. Mais ce dernier ne trouve toujours pas l'envie de rire et exécute le conducteur. La voiture n'est plus contrôlée et s'encastre dans une fontaine. Un accident aussi banal, ça aurait pu être une fin hilarante pour le clown tueur. Mais non, le Joker est toujours en vie et se dirige vers un immeuble suivi de près par un autre individu tout fraîchement sorti de détention qui savait où le Joker allait se rendre. Il se rend au 98e étage du bâtiment et pénètre dans le bureau du Joker, qui ne s'attendait pas à de la visite. Le Sphinx révèle au Joker qu'il savait où le dénicher grâce aux indices qu'il laissait derrière lui. Il indique également qu'il connaît la raison de tout ce remue-ménage.
C'est cette raison qui l'a poussé à sortir de l'asile, car le Sphinx devait à tout prix empêcher le Joker de réaliser ce qu'il est prêt à accomplir. En effet, le Joker ne rit plus, une blague doit être imprévisible pour être drôle. Et depuis l'apparition de Batman, tout est prévisible et les blagues perdent de leur saveur. Et sans rire, il n'y a plus de Joker. Le seul moyen pour lui de retrouver son rire est donc de tuer Batman. Et c'est pour cette raison que le Sphinx est intervenu, car lui aussi souhaite tuer Batman. En effet, depuis son apparition, ces énigmes n'ont plus aucun intérêt. Il arrive d'habitude à tout résoudre, mais Batman, lui, est l'exception qui confirme la règle. Le Sphinx dit au Joker qu'il le tuerait bien avant qu'il ne tue Batman, et qu'il est conscient que le Joker, pense pareil. Plutôt que de se faire la guerre, le Sphinx propose de s'unir pour tuer Batman à deux, et ainsi combler le vide qu'ils ont en eux. Toutefois, le Joker a d'autres plans et tire une balle dans le ventre du Sphinx qui s'écroule sur le champ. Batman débarque peu de temps après dans le bureau du Joker, après que l'accident de voiture du Joker a été signalé au réseau de police. Batman pensait que le Sphinx n'avait aucune chance de s'en sortir et a préféré laisser le criminel ensanglanté au sol avant de partir à la poursuite du Joker. Résultat, il n'a pas réussi à retrouver la trace du clown, tandis que le Sphinx a utilisé ses dernières forces et sa motivation pour s'échapper de l'immeuble. Il s'est rendu tant bien que mal chez un docteur ayant perdu sa licence lui permettant d'exercer la médecine. Un docteur travaillant au Black qui a soigné la blessure du Sphinx et comme remerciement a eu droit au repos éternel venant de l'homme qui allait devenir l'une des terreurs de Gotham. Également devant son miroir, le Joker ne parvient toujours pas à rire. Il entend à la radio qu'un message avait été écrit sur le mur de Gotham Plaza. Un message disant « Je vais te tuer, Joker, et ensuite, je vais rire. » Un message venant du Sphinx. Ce n'est pas une habituelle énigme, mais une déclaration de guerre au premier degré. La guerre est désormais lancée entre les deux vilains, et comme toute bonne guerre, il faut que chaque général ait sa propre armée. Le Joker téléphone au plus grand mafieux de Gotham, Carmine Falcone, en lui obligeant d'aller envoyer une équipe abattre le Sphinx. Carmine déteste recevoir des ordres, mais face au ton employé et aux personnages menaçants derrière le téléphone, Carmine n'a d'autre choix que d'envoyer une équipe comme convenu. Une équipe à la poursuite du Sphinx qui n'est pas seul, mais accompagnée de l'adorable Poison Ivy, qui était convié à une petite balade avec le Sphinx dans le but de discuter un peu. Évidemment, le Sphinx a bien une idée derrière la tête. Pour s'offrir les services de Ivy, il lui dit que le Joker compte brûler tout sur son passage après avoir tué Batman. Ivy est bien entendu touché par ce message et ne peut pas laisser un fou s'en prendre à la nature. L'équipe de Falcone surgit devant le binôme, mais ne font pas le poids face à la femme plante qui a dorénavant choisi son camp. Le Joker n'est pas satisfait et s'est introduit dans la demeure de Falcone. Il a arraché les dents de la mère de Falcone pour constituer un sourire avec. Il exécute l'un après l'autre chaque garde de Falcone, sauf un d'entre eux, un petit homme choisi par le Joker pour devenir son assistant et qui va devoir subtiliser toutes les ressources de Falcone pour tuer le Sphinx. Petit à petit, la population de Gotham comprit que la ville sombrait vers quelque chose d'inédit. Deux armées se battent et au centre, les citoyens en pâtissent. L'armée du Sphinx est composée entre autres de Poison Ivy, Double Face, Gueule d'Argile, l'Épouvantail, Firefly, Deathstroke ou encore Victor Zsasz. L'armée du Joker, elle, est composée du Pingouin, de Solomon Grundy, Mr. Freeze, Man-Bat, le Ventriloque, le Chapelet Fou, Tweedledee et Tweedledum, et pour finir, Deadshot et le Maître des Indices. Batman ne pouvait pas voir cette guerre se dérouler ainsi. Il lui fallait un plan pour pouvoir l'arrêter avant que le nombre de victimes à déplorer surpasse son imagination. Il se dirige vers un bar où se trouve un homme ayant déjà travaillé pour le Joker dans le passé et l'oblige à trouver un moyen de rentrer en contact avec. Et le Chevalier Noir, vous savez très bien, c'est se montrer très persuasif. L'ancien sbire du Joker rencontre Floyd Lawton, alias Deadshot, et lui dit qu'il avait entendu parler de la guerre et qu'il souhaitait faire équipe avec le Joker à nouveau, car oui, à une époque, il l'avait déjà aidé à concevoir la partie aérodynamique de la Joker mobile.
Il parvient à mettre la main sur un numéro de téléphone, mais le numéro en question est indétectable par Batman qui oblige l'ancien sbire à l'appeler directement et prendre rendez-vous avec lui. Le sbire s'appelle Charles Brown, comme un célèbre personnage de BD, et c'est l'unique raison pour laquelle le Joker ne l'avait pas oublié et lui confie alors ce fameux point de rendez-vous. À la sortie du bar dans lequel il se rend de manière journalière, Charles est attendu par une brute qui s'avère être Gueule d'Argile, l'emmenant auprès du Sphinx, lui disant que s'il ne lui divulgue pas le lieu de rendez-vous, il s'en prendrait à son enfant Charlie, la seule personne qui tient aux yeux de Charles depuis que sa femme l'a quitté car elle le prenait pour un moins que rien. Batman à son tour rend visite à Charles pour lui demander également le lieu du rendez-vous. Un rendez-vous qui partira en sucette puisque tous les acteurs de la guerre y étaient présents. Toutefois, le Joker souhaite avoir une petite discussion avec Charles qui était censé être le seul à connaître le lieu en question. Ce dernier lui avoue tout, que ce soit les menaces du Sphinx, mais celles aussi de Batman. Bref, Charles est impliqué dans cette guerre qui à la base ne le concerne pas. Il assiste au ravage de la guerre sur la ville quand soudain, le téléphone sonne. De l'autre côté du fil, un individu lui dicte une devinette faisant comprendre à Charles que l'homme au bout du fil avait empoisonné le garçon de Charles avant même de le contacter, car il savait que ce dernier le trahirait dans tous les cas. Charles est sur le point de perdre la seule personne à qui il tient, une victime de plus dans la guerre de deux tarés se disputant pour la mort d'un justicier. Néanmoins, Batman promet à Charles que son fils sera vengé et que le Sphinx paiera pour ce meurtre. Charles écoute ce que lui dit Batman, mais dans sa tête, c'est décidé, il compte prendre les devants et se forge sa propre identité secrète. Kiteman, l'homme cerf-volant, pour rendre hommage à son fils et prendre parti pour de bon pour le Joker dans sa guerre contre le Sphinx. Le temps passe et le nombre de victimes de cette guerre est à la hausse, du jamais vu dans la ville auparavant. Le commissaire Gordon a contacté Batman pour lui dire qu'il avait eu un entretien avec les deux criminels. Jim a connu de nombreuses attaques au sein de sa ville, mais un événement d'une telle ampleur, c'est du jamais vu. Lors des deux entretiens, chaque criminel a établi les conditions dans lesquelles Jim doit se rendre auprès d'eux. Le Sphinx voulait que Jim s'habille en prisonnier, les mains menottées, marchant avec une allure précise dans une direction précise. Le Joker, lui, a juste demandé à Jim de venir en slip. À la suite de ces entretiens avec chaque vilain, le commissaire Gordon révéla à Batman que la guerre s'achèvera uniquement si l'homme chauve-souris est livré à l'un des deux camps. Pas moyen de contourner cette demande et de passer à l'offensive, car chaque camp détient des otages. Quelques jours plus tard s'est déroulée une bataille, qui fut appelée par la suite la bataille des snipers. D'un côté, Deadshot et de l'autre, Deathstroke sont deux tireurs d'élite. Ils ont pris les devants pour éliminer Batman, mais malheureusement, ils étaient de force égale. S'ensuivirent donc 5 jours de combats rapprochés intenses où le nombre de dommages collatéraux n'a cessé d'augmenter. Le premier jour, 4 morts alors que les deux se tiraient dessus dans la gare de Gotham Central. Le deuxième jour, 14 morts dus à des rafales de M16. Le troisième jour, Deadshot a fait sauter un immeuble pour déloger son adversaire et a causé 28 morts. Le quatrième jour, les deux hommes ont tué 62 personnes dans le feu de l'action. 5 jours de mort, de sang, de désespoir. 5 jours où Batman a vu sa ville tomber à petit feu. Quand il a réussi à les attraper, Batman n'y est pas allé de main morte et a profité de leur épuisement pour les mettre KO chacun à leur tour. En particulier Deadshot qui finit avec un traumatisme crânien car la moitié de son visage était en miettes suite au coup de Batman. Ça ne pouvait plus durer et Batman devait trouver une solution imminente pour clore cette guerre. Il réfléchit et réfléchit encore. Il pense que le seul moyen est de faire gagner l'un des deux camps. Mais la question c'est lequel? C'est à ce moment précis que Batman eut une idée improbable. Bruce Wayne est bien connu pour son avis irrésistible de propager le bien dans sa ville. C'est pourquoi il invita le Sphinx et le Joker, accompagnés de leur équipe, à un dîner dans l'enceinte du manoir Wayne. La mère de Bruce lui disait étant plus jeune qu'un repas de 9 services à la française permettait aux convives de partager un bon repas tout en s'expliquant
calmement sur leurs opinions divergentes et ainsi régler les problèmes les plus insolubles. Ce dîner s'annonce être très tendu, autant pour le Sphinx que le Joker, mais aussi pour Bruce et Alfred qui sont encerclés de criminels plus fous les uns que les autres. Nous avons le premier hors d'œuvre pour l'instant, le Joker ne dit pas un mot à l'inverse du Sphinx qui se moque ouvertement de lui. Le potage est servi, Bruce prend enfin la parole en disant que Gotham souffre de leur guerre. Étant un Wayne, il souhaite faire son possible pour arranger les deux parties et ainsi cesser cette guerre au plus vite. Le 3e mai est un poisson, le Joker prend la parole pour raconter l'étrange phénomène se produisant quand on coupe la tête de quelqu'un. Le Sphinx rétorque en expliquant ce que le Joker veut sous-entendre par cette métaphore, ce qui ne plaît visiblement pas au Joker qui lui fait savoir. Le repas ne fait que commencer et tout le monde dans la pièce est sur les nerfs. Il est maintenant le temps de passer au prochain plat, l'entrée. Bruce leur admet qu'il est au courant que l'origine de leur conflit est liée au justicier Batman et leur demande tous deux pourquoi veulent-ils lui faire la peau. Sans trop en dévoiler, les deux racontent chacun leur tour le sort qui est réservé à Batman. Sans surprise, la méthode du Sphinx est bien plus élaborée que celle du Joker. Le 5e mai est un sorbet pour digérer, mais la discussion semble ne pas avancer entre les deux antagonistes. Bruce demande à chacun d'entre eux de le convaincre pour qu'il leur fournisse 1 milliard de dollars, permettant ainsi d'avoir un avantage considérable quant à l'issue de la guerre ainsi qu'à la traque de l'homme chauve-souris. L'argent de Bruce aura permis de sauver la ville et Batman sera mort. En principe, tout le monde sera donc content. Le Sphinx profite du 6e mai, la salade, pour développer son propos et décrédibiliser le Joker en supposant que ce n'est pas un homme fou, mais juste un homme banal déguisé voulant se donner un rôle, tandis que lui a des raisons, selon lui, plus légitimes de tuer Batman. Vient l'heure du fromage, c'est au tour du Joker d'argumenter en sa faveur. Il déclare alors tout simplement que lui c'est le Joker, et que l'homme face à lui c'est le Sphinx. Et que le Sphinx, tout le monde s'en fout contrairement à lui. Le dessert approche et Bruce, semblerait-il, a pris sa décision. Il recontactera les deux énergumènes par l'intermédiaire du commissaire Gordon. Maintenant, Bruce souhaite que les deux camps libèrent les otages qu'ils avaient capturés en gage de sécurité pour éviter que la police ou Batman perturbe leur repas. Le Sphinx déclare que ce n'est pas un monstre et qu'il allait bien entendu les libérer. A contrario du Joker qui réplique froidement à Bruce qu'il avait déjà tué les otages avant même d'arriver pour le dîner. Pour finir un repas, quoi de mieux qu'un bon café? Bruce et Alfred débriefent de leur repas mouvementé. À présent, Bruce sait quel camp il va soutenir pour enfin mettre un terme à cette guerre. Et c'est quelques temps plus tard qu'on croisera Batman portant un brassard à l'effigie du Sphinx, cassant la figure de Kite Man, Tweedledee et Tweedledum, qui étaient partis en reconnaissance dans le territoire du Sphinx. Tout porte à croire que Batman et le Sphinx veulent en priorité venir à bout du Joker. Chaque allié de Joker va donc avoir droit à une petite visite du Chevalier Noir. La marionnette Scarface du ventriloque lui est confisquée. Man-Bat effectuait un soutien aérien à côté de Kite Man avant d'être mis KO par le Batwing. Mr. Freeze aussi a eu le droit à sa rencontre particulière avec l'homme chauve-souris. Puis le Chapelier Fou qui s'est volatilisé alors qu'il était en patrouille avec Kite Man. Kite Man est d'ailleurs le seul que Batman laisse en liberté à chaque confrontation. Après tout, ce n'est qu'un moins que rien, quitté par sa femme responsable de la mort de son fils suite à ses affiliations criminelles. Il devient donc le seul allié du Joker. Charles repense à toutes les fois où son ex-femme le traitait de bouffon devant son fils. Son nom était-il mérité? Est-il vraiment un moins que rien? Ce rôle de bouffon lui collera à la peau toute sa vie. Charles a tenté plusieurs choses qui n'ont jamais abouti à rien, à vrai dire. Il n'est pas doué et aux yeux des gens, il sera vu comme un incapable toute sa vie. Le Joker décide de passer à l'action et convoque toute son armée pour les rassurer et leur promettre une victoire imminente. Son armée est composée à présent d'un seul homme, Charles Brown, alias Kite Man, qui à ce jour reste le seul allié non mis en échec par Batman et le Sphinx. Du moins,
jusqu'à ce que Batman décide de s'opposer enfin à lui. Charles Brown est capturé par l'ennemi. Il repense à ses moments avec son fils et craque en plein interrogatoire. Son fils qui a été tué par le Sphinx car il savait que Charles n'était pas un homme de confiance et se jouait de lui dès leur première rencontre. Et c'est aussi lors de leur première rencontre que le Sphinx savait que Charles allait être sa pièce maîtresse, ou plutôt son piège mortel à l'égard du Joker. Son bouffon, faible et peureux, qui permettra au Sphinx de prendre le dessus sur son adversaire. Kite Man leur révèle la localisation du Joker. Ce dernier se trouve dans le même bâtiment dans lequel les personnages se sont retrouvés au début de l'histoire. Pendant que le Joker cherche sans succès à retrouver son rire, Batman et le Sphinx doivent trouver un moyen d'atteindre le 98e étage du bâtiment. Ils savent pertinemment que l'accès par les escaliers ou l'ascenseur doit être piégé. Mais est-ce que les fenêtres le sont aussi? Catwoman ne fait partie d'aucun camp. C'est certes une voleuse, mais elle se considère comme une professionnelle. C'est pourquoi Batman fait appel à elle pour l'aider à déterminer si l'accès par voie aérienne est envisageable ou non. Elle croise le regard du Joker, qui s'empare de son pistolet et lui tire dessus à plusieurs reprises. Mais un chat retombe toujours sur ses pattes, et c'est pas Catwoman qui enfreint la règle. Sa prise de risque a été bénéfique puisque Batman est maintenant assuré que les fenêtres ne sont pas piégées. Pour autant, le Sphinx ne souhaite pas que Batman y aille seul. La mort du Joker lui revient de droit, mais le Sphinx ne veut pas non plus y aller en tandem avec Batman, par peur de se retrouver seul face à l'homme chauve-souris. Le Sphinx a donc une idée derrière la tête. Maintenant que Kite Man a trahi le Joker, il crée des cerfs-volants sur mesure pour chaque personne de l'équipe du Sphinx. Et la fine équipe se dirige au sommet du bâtiment, où se trouve le Joker, privé de son armée. Ils entrent avec fracas en brisant les fenêtres. Le Joker est seul face à une équipe soudée et à Batman qui fait partie de l'escouade. Le Sphinx demande si cette entrée en scène ne fait toujours pas rire le Joker. Hélas, ce n'est pas le cas. En infériorité numérique, le Joker ne peut que se laisser faire tabasser par le Sphinx qui jubile de sa première place dans la hiérarchie des criminels de Gotham. Avant de porter le coup final, Batman l'en dissuade en disant que le Joker avait eu son compte. Mais le Sphinx n'est pas d'accord, et son attention est maintenant redirigée vers Batman. Son premier objectif, je le rappelle, était de tuer le justicier. Batman n'est pas préparé et seul face à une équipe de super vilains qui veut sa peau. Cependant, Batman n'est pas vraiment pris au piège. Il donne le feu vert à Kite Man qui active une télécommande et les cerfs-volants de l'équipe s'activent et sont redirigés vers le ciel à une hauteur où les criminels ne peuvent que tomber dans les pommes puis être récupérés par Alfred à bord du Bat dirigeable. Batman avait un coup d'avance sur le génie du crime qui ne peut retenir son coup à l'encontre de Kite Man qui se vante de lui avoir fait rater sa guerre après qu'il ait tué son fils. Ils ne sont maintenant plus que 3 personnes conscientes dans la pièce. 3 personnes qui se haïssent tous mutuellement et ce qui devait arriver arriva. Le Joker porte le premier coup sur Batman, suivi par le Sphinx qui n'arrive pas à atteindre le Chevalier Noir. Les deux ennemis ne se visent plus l'un l'autre, mais sont tous deux portés vers Batman, l'homme à abattre, le justicier qui est à l'origine de toute cette discorde. L'obsession de 2 criminels à l'ego surdimensionné envers cet homme dont l'identité masquée relève du plus grand mystère. Les coups de poing de Batman résonnent dans la pièce et le Sphinx implore Batman d'arrêter et lui demande si il rigole. Est-ce que le Joker rigole? Le Sphinx adore les énigmes. Le fait que le Joker ne riait plus était devenu sa priorité. Il raconte qu'il avait fait exprès de monter cette guerre, d'avoir en quelque sorte créé le personnage de Kite Man en tuant le fils de Charles Brown, puis d'en faire l'élément clé de sa défaite en poussant Batman à le choisir comme étant le piège mortel, car il savait dès le départ qu'il aurait besoin de ses capacités pour atteindre le Joker qui se trouvait en altitude. Le fait d'avoir tout organisé et de perdre par la faute de Kite Man, puis de se faire tabasser par Batman, aurait dû faire rire le Joker selon le Sphinx, qui est dépité du dénouement de son plan qui s'avère être raté. Le Joker n'est pas le seul personnage qui ne lâche pas de rire. Batman se rend compte que le Sphinx l'a berné tout le long et s'est servi d'un père et de son fils dans le but de raconter une blague au Joker. Batman ne ressent plus que de la colère en repensant au fils de Charles Brown mort empoisonné, mais pas que.
toutes les victimes de la guerre des rires et des énigmes, toutes ces personnes mortes aux mains des criminels les plus fous de la ville, ralliées à la cause de 2 criminels encore plus fous qu'eux, tous ces morts juste pour une blague mortelle. De sang-froid, Batman attrape un couteau et le plante en plein milieu du visage du Sphinx. Un acte totalement délibéré, mais stoppé par la paume de la main du clown, qui commence à décrocher un sourire, après de longues périodes où il ne trouvait plus rien de marrant. Le Joker rigole enfin, à chaudes larmes, un rire qui ne manquait pas à Batman, et c'est en quelque sorte ce moment qui mit un terme à la guerre des rires et des énigmes. Bruce a caché cette histoire à tous ses proches, à l'exception de Selina. Il se sent honteux d'avoir tenté de tuer le Sphinx et d'avoir entraîné Charles Brown dans cette guerre. Il considère qu'entre lui et les criminels, il n'y a plus aucune différence. Selina se moque de tout ça et demande à Bruce de se projeter vers l'avenir en se foutant des erreurs du passé et en laissant de côté le fait que le Joker a contribué à la légende du Chevalier Noir en l'empêchant de commettre un meurtre. Le Joker est donc le grand gagnant de cette guerre puisqu'il a retrouvé son rire et surtout car sans lui Batman n'existerait plus aujourd'hui. Cependant, Selina aime Bruce pour ce qu'il est, elle n'attend de lui que la demande en mariage pour espérer tourner la page et construire quelque chose de meilleur à deux. Pour en revenir à l'histoire, j'ai bien aimé l'originalité du scénario, mais ce n'est pas dénué de défauts pour autant. Bien qu'on ait conscience de l'impact de cette guerre par le biais des différents citoyens décédés durant l'histoire, j'aurais aimé un peu plus de profondeur dans cette guerre qui au final ne semble pas si démesurée alors que c'est le cas. Mis à part la bataille des snipers, j'aurais aimé en apprendre plus sur le rôle de chaque individu dans cette guerre. Les criminels sont fous, certes, mais pas au point de s'engager à une guerre sans raison valable. Le point fort du récit est également le traitement de Kite Man, une origin story dramatique et tragique donnant un peu plus de profondeur à ce personnage qui, à la base, est plutôt ridicule. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout de la vidéo, j'espère que tu l'as aimé, et si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, porte-toi bien, ciao.